Dessin d'identité, nom de Dick Doisseau. Prénom Alfred Jean-Lucien dit Fred ou Freddy. Âge 70 ans. Date de naissance 1er juillet 1924. Lieu de naissance hôpital Boucicaut, 15e arrondissement de Paris. Nationalité française par le père, originaire belge. La mère, rôlerie italienne piémontée. Profession des parents, sang. Le père, manœuvre, OS. La mère, travaille sur les marchés, puis femme de ménage. Domicile dans l'enfance. La famille des deux vit dans une cave, côté cour d'un immeuble bourgeois. Le père l'aménage à sa façon. L'eau manque, ainsi que l'électricité. L'éclairage se fait pendant des années à l'aide d'une lampe à pétrole. L'eau est dans la cour. La cuisine se prépare sur un réchaud à alcool et plus tard sur une petite cuisinière. Les deux attendent la mort de la concierge de l'immeuble pour prendre sa place. Une pièce et une cuisine au rez-de-chaussée avec un WC dans le couloir. Ils attendront 10 ans. De 1923 à 1933. La grand-mère maternelle est aveugle. C'est une Italienne venue en France à la mort de son mari, bûcheron, mort de tuberculose. Elle se chargera d'élever Freddy. La famille est phtisique. La mère de Freddy contaminera son fils. Il sera envoyé dans un établissement de l'assistance à l'âge de 3 ans. Il reviendra 1 an plus tard. Dans la cave dorment le père, la mère, l'enfant. La grand-mère dort dans une chambre de bonne au 4e étage de l'immeuble. Le frère du père, l'oncle de Freddy, ne travaille jamais, il traîne. Il est 5 ans plus jeune que son frère, il souffre d'une maladie de nerfs, la famille l'a pris en charge, il a lui aussi une chambre de bonne au 4e étage. Les repas se prennent en commun à la cave, une pièce de 4 mètres sur 4, avec une petite fenêtre donnant sur la cour, fenêtre surélevée. La cave est comme une poche humide dans laquelle Freddy se sent à l'abri. La mère rechute, à peu près tous les 8 ans. On sépare l'enfant de la mère à chaque fois. En 1932, c'est l'enfant qui est le plus menacé. Il est envoyé dans l'Allier, en préventorium à Chavagnac, où il restera plus d'1 an et demi. Peu après son retour, son oncle Édouard se suicide. Plusieurs personnes du quartier se suicident. Mort de la concierge, enfin. Les parents prennent la place. La cave devient la pièce où dorment la grand-mère et Freddy. C'est toujours là que les repas sont pris. Freddy passe son certificat d'études, il a 13 ans. Grand désordre sexuel avec une locataire du 3e étage, jeune femme mariée, mère de 2 enfants. Elle donne des leçons à Freddy en vue de le préparer à travailler. Freddy a des insomnies, il souffre de tensions nerveuses. Commence à travailler très vite, avec sa mère, sur les marchés, à la maison Redon. Il est le crieur. Il a 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il a fini sa journée à 14 heures. L'après-midi, sa mère va faire les ménages. Ou bien alors elle repasse le linge des locataires. Le linge lavé par la grand-mère, aveugle. Freddy dessine sur des feuilles bleues, rapportées par son père de l'usine Renault où il travaille encore. Absence de livres, n'a pas de camarades. Le père boit beaucoup plus. Il milite au parti. Freddy va souvent l'attendre à la sortie des ateliers à 6h30 du soir. On lui dit qu'il travaillera à l'usine plus tard, qu'il faut avoir un métier. Il décide d'entrer en apprentissage. La locataire du 3e étage l'emmène à Paris pour trouver une place. C'est au cinéma qu'elle le conduit, puis dans un hôtel. N'ayant pas trouvé d'emploi, ils repartent quelques jours plus tard pour en chercher un, vraiment. Durant 1 an, ça sera ainsi. Puis elle l'inscrit dans une sorte d'école où il choisit la section d'électricité avec stage dans un atelier de bronze qui lui laisse espérer qu'il pourra devenir bronziste, c'est-à-dire ciseleur, braseur et peut-être couleur. Le père disparaît en 1940, au cours d'un bombardement à Chartres. Un de ses camarades présents le fait évacuer. Il le croit mort. La mère, la grand-mère et Freddy, de retour d'Exode, reviennent à Boulogne. La mère est malade. Il a la charge des 2 femmes. Il travaille à Beson, puis à Issy-les-Moulineaux. En 1941, il entre dans une usine à Suresnes comme électricien d'entretien. Il choisit de travailler la nuit. En 1942, le père surgit. Depuis 1940, il était à Châteauroux, blessé aux jambes. Il est un invalide. La mère est femme de ménage dans un bureau. À l'usine de Suresnes, contact avec un groupe communiste. Freddy travaille avec eux. Le locataire du 3e étage lui offre l'un des tomes du journal d'Edgar Quinet pour marquer leur rupture. L'exil d'Edgar Quinet, auquel il ne comprend rien, l'intéresse parce qu'il découvre un ailleurs. L'ailleurs existe donc. Il y a autre chose que la cave et Suresnes. Il lit durant des jours la même page, les mêmes phrases. Il transporte les paquets, des tracts. Il est formé pour un futur combat. Il est encadré. Il suivra le groupe dans la région de Dole. Rejoint par quelques-uns, le maquis communiste se forme. Il est devenu terroriste. Il le restera jusqu'en août 1944.
La liaison avec l'armée française a lieu près de Lons, dans les bois. Retour à Boulogne, peu de jours. La vie avec la famille lui est intolérable. Celle de l'usine aussi. Il repousse la proposition qui lui est faite d'entrer en formation dans l'école du parti. Il pense que s'il ne trouve pas quelque chose dans les semaines à venir, il se suicidera. C'est à compter de ce mois de septembre 1944 que l'idée du suicide prendra maintenant une place définitive en lui. Il part s'engager à Belfort où il signe un contrat de 3 ans, après avoir signé dans l'armée de l'air un contrat de 5 ans. À Belfort, il entre dans les GUM marocains. Formé et préparé en un mois, il monte au front dans les Vosges. Il ira jusqu'au Danube. Les Tabors retournent au Maroc en 1946. Il finira son temps dans un poste du RIF. De retour en France, étant marié à une Française habitant la région de Marseille, il deviendra employé dans la librairie que sa belle-sœur tient et qui est située rue du Paradis. Il découvrira des livres, des images, il lira alors beaucoup, trouvera nécessaire de mettre de l'ordre en lui, commencera à dessiner dès 1948, puis griffonnera des phrases sur des calepins, des bouts de papier. Il fait 2 découvertes qui le marqueront. Il lit André Breton, il lit René Guénon. Il ira de l'un à l'autre, lisant ce qu'ils ont lu, et retrouvera la sensation d'un tangage intérieur qu'il connaissait déjà dans la cave. Il est étonné d'être en désaccord avec André Breton, qui, lui semble-t-il, ne comprend pas ce qui est arrivé en France. Le monde des hommes est cassé. Fred le vit. André Breton croit à ce en quoi Fred ne peut plus croire. Les jeux n'ont plus leur place. Les gifles non plus. Ce que René Guénon lui apporte est plus lisse. Ce pourrait être ce qui s'agitait sous ses pieds lorsqu'il vivait dans la cave. Il n'a pas oublié la poche. Il aime toujours ce qui sent l'humidité. Il délecte la présence d'un sac par l'odeur qui s'en émane. Le sac, c'est l'homme. Il dessine beaucoup. Il lit beaucoup. Il écrit un peu. Il sait sa vie familiale brisée. Incompris, ayant cessé d'espérer d'être admis, il casse en lui les liens. Il n'y a jamais eu de vrai sentiment avec cette famille. Il l'avoue. Il passera 4 ans en étranger. Ces 4 années qui le souderont à des racines vivantes en lui et qui courent loin dans une autre terre. Tombe malade, soigné à Marseille, dans un hôpital. Part pour un séjour très long dans une maison de convalescence. Il passera 6 mois. Tout son temps allongé à faire des tâches, des dessins, lire. Il vient à Paris, il loge à l'île Saint-Louis, dans une chambre de bonne. Rencontre enfin physiquement André Breton. Vient aux réunions au groupe surréaliste. La confrérie espérée est un leurre. Le travail pour la réalisation d'un noyau spirituel s'avère irréalisable. Il le comprend. Ne vient qu'irrégulièrement aux réunions, rencontre Cécile Reims, avec qui il sait qu'ensemble, ils vont pouvoir continuer à avancer. Ils forment un couple. Il est heureux de ça. Se dessinent alors les premiers signes de leur vie commune. Cécile Reims, malade, rechutera. Ça l'entraînera dans un sanatorium. Il résiste à la tentation d'abandonner. Reviennent à Paris. Lui, il dessine, mais il ne peut se résoudre à montrer ce qu'il fait. Elle grave, elle tisse. C'est au cours d'un repos à la montagne en 1957 qu'à nouveau Fred retombera malade. Il est alité pendant plus de 6 mois. Il écrit son premier livre. Ils décideront de se fixer sur le plateau sanatorial. Ils suivront des années une intense activité coupée par des explosions dépressives. Une fois Cécile, une fois Fred. Pour Fred, un double travail doit être fait.